Bonjour tout le monde. On va commencer maintenant le troisième chapitre qui est l'expansion des fonds océaniques. Donc c'est une hypothèse qui a été proposée par Hess en 1962. Donc voilà les océans. Comme ici vous avez l'océan Atlantique. Ici, vous avez le continent africain, le continent arabie, l'Inde, l'Asie, l'Australie. Et ici, vous avez l'océan, le géant océan, l'océan Pacifique. Et on revient maintenant, c'est l'océan Pacifique. Ici, vous avez l'océan Atlantique. Et là, nous avons l'océan Indien. Mais avant, qu'est-ce que c'est que l'expansion? L'expansion, c'est l'élargissement des océans qui résulte de l'accrétion de la côte océanique par mise en place des matériaux mantéliques dans l'axe des dorsales. Donc, on va voir ça en détail par la suite. Mais avant, on connaissait peu de choses sur les fonds océaniques. Et c'est à partir de 1950, et avec le développement des technologies, avec le développement des moyens, donc on a acquis pas mal de données et qui ont donné et qui ont permis une compréhension de la géodynamique interne de la Terre. Donc voilà ces moyens et ces technologies. Donc les moyens, vous avez ici soit des sous-marins avec soit des navires qui sont équipés de radars acoustiques. Et ces radars acoustiques, c'est-à-dire, sont des radars qui envoient des ondes sonores, et puis ces ondes sonores sont récupérées par le bateau et interprétées, et finalement on obtient une carte topographique des océans. Donc voilà, donc, le bateau envoie des ondes sonores. Les ondes sonores sont réfléchies par le fond océanique, et voilà les ondes qui sont étudiées, et finalement on obtient une carte topographique des fonds océaniques. Donc ici vous avez le fond océanique, la tranche d'eau, l'eau située au-dessus, et là vous avez l'océan. Donc à partir de ces moyens, on est arrivé à donner des cartes topographiques des fonds océaniques. Donc ici vous avez un fond océanique. Donc ici vous avez les altitudes. Donc 0 c'est le niveau marin. Donc là ce qui est au-dessus du niveau marin, vous voyez ici. Hein, et tout ce qui est en bleu c'est ce qui est en dessous du niveau marin. Donc on peut aller jusqu'à des profondeurs de moins 5 mm. Donc ces données, ces moyens ont permis d'établir des cartes topographiques des océans. Donc finalement, on a une morphologie des fonds océaniques. Voilà, ça c'est le trait de coupe. Donc on a l'océan, voilà la tranche d'eau. Donc ici on voit les différents éléments qu'on rencontre en dessous de l'eau de l'océan. D'abord on a ici le continent. Donc à partir du continent on a le plateau continental. C'est une structure qui est avec une pente très faible. Donc c'est plus ou moins plat. Donc la pente elle est très faible. Après on trouve le talus continental. Donc c'est une structure avec une pente très forte
et en dessous on a le glacis continental. Donc tous ces éléments appartiennent au domaine continental et le domaine océanique ne commence que après le glacis continental. Donc dans le domaine océanique, on trouve les plaines abyssales. Hein, voilà les plaines abyssales. Donc c'est des structures qui sont relativement plates, mais on peut avoir des structures en relief, c'est des montagnes ou bien des constructions animales ou végétales. D'accord. Donc voilà. Et puis entre deux plaines abyssales, on trouve les rifts. Donc ce sont des structures en vallée, en V, d'accord. Mais ces structures résultent d'une activité tectonique et ils correspondent au dorsal océanique. Donc on a ici les plaines abyssales et au milieu nous avons la dorsale océanique ou bien le rift dorsale océanique dont l'axe de la dorsale il est occupé par une structure en vallée qu'on appelle un rift. Et d'autres éléments de ce fond océanique, donc on a les fosses. Les fosses, ce sont des vallées qui sont très profondes et la profondeur peut aller jusqu'à plus de 10 km. Donc c'est des vallées en V et qui sont très étroites, hein, ils ne sont pas très larges et ils sont très profondes et c'est ce qu'on appelle les fosses océaniques. Donc voilà ces différents éléments du domaine, du domaine océanique. Donc voilà, donc ici on voit le domaine continental et qui comprend tout le continent avec les altitudes, donc différentes altitudes. Bon, aujourd'hui, le sommet le plus haut, il est situé à environ 8848 mètres au-dessus du niveau marin, donc ça correspond à la montagne ou bien la montagne Everest, il est situé en Himalaya. Et après, si on fait la moyenne de ces altitudes situées au-dessus du niveau marin, on a une moyenne de l'ordre de 875 mètres en moyenne. Donc après le continent, on trouve la marge continentale. Donc c'est un domaine qui est sous l'eau de l'océan, mais du point de vue structure c'est une marge continentale, c'est-à-dire c'est une partie du continent qui se trouve sous l'eau. Donc dans cette marge continentale, on a le plateau ou bien la plateforme continentale, et qu'on a dit c'est quelque chose de relativement plat, mais avec une pente qui est relativement faible. Et après le plateau, on a le talus ou bien la pente continentale. Donc c'est une structure avec une pente très forte. Donc, et ici on a le glacis continental. Donc ces éléments ils appartiennent au domaine continental, mais qui sont sous l'eau. Et après, on a le domaine franchement océanique. Donc dans ce domaine océanique, on trouve des structures, hein, c'est une chaîne de montagnes, une structure linéaire, hein, qui est allongée suivant une ligne et qui correspond à la ride ou dorsale médio-océanique. Médio, c'est-à-dire généralement il est situé au milieu de l'océan, c'est-à-dire de part et d'autre des plaines abyssales. Donc voilà, donc les plaines abyssales, hein, qui sont des structures relativement plates. Et après, dans ce domaine océanique, on trouve aussi les fosses océaniques. Ce sont des structures en vallée, et le vallée est en V qui est très fermé et qui sont très profondes. Hein, ils peuvent aller jusqu'à 10 000 mètres ou bien 8 000 mètres. Bon, si on regarde en détail ces dorsales océaniques, hein, donc là on a une dorsale, un type de dorsale.
dont l'axe de la dorsale il est occupé par un rift. Un rift, c'est une structure tectonique qui donne une morphologie en vallée, en V. Donc voilà, on a ici les sommets de la dorsale, ils sont situés à moins 2000 mètres de profondeur et l'axe ou bien le milieu de la dorsale il est situé à moins 4 mm de profondeur. Et de part et d'autre de la dorsale, nous avons les plaines abyssales, hein, et qui sont situées à plus de moins 5000 mètres de profondeur. Donc vous voyez ici la dorsale, hein, il est en relief par rapport à la plaine abyssale, donc il dessine tout au long de l'océan, il dessine une ligne, donc d'où le terme de ride, milieu océanique ou bien dorsale, milieu océanique. Donc la largeur de cette dorsale, il peut atteindre jusqu'à 30 km de largeur. Donc finalement, avec ces moyens, on arrive à donner une carte des fonds océaniques. Donc ici vous avez l'océan Atlantique, ici vous avez l'océan Indien et là vous avez l'océan Pacifique. Donc vous voyez ici au milieu de l'océan Atlantique, nous avons la dorsale médio-atlantique, donc qui est allongée suivant une ligne, donc il y a une répartition linéaire et ça constitue une chaîne de montagnes. Donc c'est une chaîne de montagnes qui est limitée de part et d'autre par les plaines abyssales. Donc la dorsale elle est en relief par rapport aux plaines abyssales. Ici on voit le continent africain et après le continent, donc il y a une partie de ce continent, c'est le plateau continental, le talus continental et après on a les plaines abyssales. Donc d'autres éléments du front océanique, c'est les fosses. Donc là on voit une fosse qui est très claire, hein, c'est la fosse. Donc c'est une structure en vallée, en V, mais le V il est très étroit et il est très profond. Ici, on a une autre fosse, hein, qui est là, voyez. Ici, nous avons la fosse du Japon, hein, ici, la fosse du Japon. Donc, avec ces moyens, on est arrivé à voir les différents reliefs des fonds océaniques. Après avoir obtenu ces cartes des cartes topographiques des fonds océaniques, on s'est intéressé à la lithologie des fonds océaniques, c'est-à-dire quelles sont les roches qui composent ces fonds océaniques. Alors pour cela, on a utilisé des navires équipés d'appareils sismiques. Donc voilà un exemple. Donc en utilisant ces navires équipés d'appareils sismiques, vous allez voir, vous voyez, donc le navire il va parcourir le fond océanique et il va envoyer des ondes sismiques et ces ondes sismiques ils sont récupérées par la suite et on va les étudier, on va les interpréter et finalement ça revient à faire une radiographie de ces fonds océaniques. Donc on voit que ici vous avez différentes couches, différents types de roches qui constituent le fond océanique. Donc la limite entre ces couches, hein, ces roches, hein, il est matérialisé au niveau de ce radiogramme par des discontinuités. Voilà donc le résultat de cette étude lithologique des fonds océaniques. Donc on voit ici là la tranche d'eau et là le fond océanique et là on voit une discontinuité très nette entre les roches situées au-dessus et les roches situées en dessous. Donc c'est une discontinuité qui est très nette. Ça veut dire que
les roches de la base sont différentes des roches qui sont situées au-dessus, et ainsi de suite. Là aussi, on voit plusieurs discontinuités. D'accord? Donc là, ça veut dire que le fond océanique il est composé de plusieurs types de roches. Deuxième élément pour étudier la nature pétrographique des roches du fond océanique, c'est en utilisant des navires équipés de dragues, de dragues à roche. Donc ce drag, ça correspond à un sac. Ce sac, il est tiré par un bateau. Hein, le sac, il est situé au fond de l'océan, sur le plancher océanique, et il est tiré par le bateau. Comme ça, le sac, il va ramasser toutes les roches qui se trouvent sur son chemin. Et finalement, on va ramener ce drag à la surface, au bord du navire, et une fois, on va le vider. Et maintenant, on va étudier ces différentes roches qui ont été ramassées par ce drag. Mais il faut remarquer qu'ici, on va avoir seulement les roches qui se trouvent à la surface du fond océanique. On ne va pas voir les roches qui sont situées en profondeur. Hein. C'est pas comme le cas du navire équipé d'appareils sismiques qui nous donne des discontinuités et qui nous dit qu'il y a différents types de roches. Donc pour remédier à ça, on a utilisé des navires équipés de carottiers. Voilà le carottier, donc le carottier c'est ça. On va voir comment ça fonctionne. Donc voilà le carottier, là c'est l'océan, là c'est la tranche d'eau et ça c'est le fond océanique. Donc on envoie le carottier donc, qui est armé d'un tube. Ce tube va arriver au fond de l'océan et il va percer le fond océanique, voilà, et toutes les roches traversées vont rentrer à l'intérieur du tube. Et quand on retire le carottier, on va laisser un trou. Donc ça veut dire, voilà, on le retire et on le ramène à bord. On le ramène à bord et une fois, on va récupérer le tube et une fois on va récupérer ce tube, voilà, les tubes ils sont récupérés, on va les ouvrir et à l'intérieur on a toutes les roches qui ont été traversées, c'est-à-dire on aura des carottes. Voilà, donc ça c'est ce qui était dans le tube. Et maintenant, à partir de ces roches, on va les étudier. On peut faire de la pétrographie, on peut mesurer l'intensité du vecteur champ magnétique dans chaque type de roche. On peut faire la géochimie, donc l'étude chimique des roches, et on peut faire les datations de ces roches et déterminer leur âge. Donc voilà, à partir de ces données, donc, on a donné la lithologie des fonds océaniques. Alors quelles sont cette lithologie, quelles sont les roches qu'on trouve au niveau du domaine océanique. Par exemple ici le cas de l'océan Atlantique, au milieu on a la dorsale et de part et d'autre on a les plaines abyssales jusqu'au domaine continental. Donc voilà schématiquement donc la dorsale, les plaines abyssales de part et d'autre et la marge continentale. Donc là, il suffit de faire l'étude depuis la dorsale jusqu'au continent et on considère que la deuxième moitié, c'est la symétrique de la première moitié. Donc voilà, donc on va étudier, on va voir quels sont les types de roches qu'on rencontre depuis la dorsale jusqu'au domaine continental. Donc au niveau de la dorsale, on ne trouve que des roches magmatiques volcaniques qu'on appelle les basaltes, donc au niveau des dorsales.
Au niveau des plaines abyssales, on trouve les basaltes qui sont couverts par des sédiments. Hein. Et au niveau du domaine ou bien du plateau continental, on trouve les roches de la croûte continentale qui sont couvertes. On trouve les roches qui sont couvertes par des sédiments. D'accord. Donc au niveau du plateau continental, on trouve que des roches sédimentaires. Et au niveau des plaines abyssales, on trouve des roches volcaniques qui sont les basaltes et les roches sédimentaires. Et au niveau des dorsales, on trouve que des roches magmatiques qui sont des roches volcaniques qu'on appelle les basaltes. Alors, à partir de ces données, on peut établir des cartes géologiques du fond océanique, ou bien, comme le cas ici, on peut donner des cartes de l'âge du fond océanique. L'âge du fond océanique, ici je prends l'exemple de l'océan Atlantique. Donc au milieu de l'océan, nous avons la dorsale et vous avez les continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie. Donc vous reconnaissez ces structures. Donc chaque couleur représente des roches des mêmes âges. Donc vous voyez ici, c'est la même, donc c'est une couleur, ici le rouge, il représente des roches de même âge. Hein, comme ici le vert, ce sont des roches de même âge. Le jaune, la même chose. Donc vous voyez, il y a une symétrie par rapport à l'axe de la dorsale. Et ces âges, donc ce qui est en bleu, c'est le Jurassique, c'est-à-dire il y a 180 millions d'années. Ce qui est en vert, c'est le Crétacé. Et ce qui est en jaune, c'est le Paléogène. Et ce qui est en rouge, c'est le Néogène. Donc on constate sur cette carte, en faisant sa lecture, on a les fonds océaniques plus âgés étant les plus éloignés de la dorsale. Donc puisqu'ils sont les fonds océaniques les plus âgés, c'est ça. Hein, donc dans le cas de l'océan Atlantique, vous voyez ici les roches du fond océanique les plus anciennes, et c'est là, hein, c'est ces roches en bleu. Donc ce sont, par rapport à la dorsale, vous voyez, ce sont les roches les plus éloignées de la dorsale. Et les roches les plus jeunes de la dorsale, hein, du fond océanique, les roches les plus jeunes du fond océanique, ils se situent au niveau de la dorsale. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que en regardant la carte, hein, sur ces fonds océaniques, on voit que les fonds océaniques les plus âgés ont été formés au Jurassique, c'est-à-dire il y a 180 millions d'années. Donc on ne trouve pas de fond océanique plus vieux. Donc le plus vieux fond océanique qu'on trouve à la surface de la Terre, hein, au niveau des océans, il date de 180 millions d'années ou bien du Jurassique. Ça, c'est la lecture de la carte. Alors l'expansion du fond océanique, on a dit, c'est l'hypothèse de Hess qui a été proposée en 1962. Vous avez ici une photo du chercheur Harry Harmon Hess. Hein, il est né en 1906 et il est mort en 1969. Et sa fonction, c'était un commandant d'un sous-marin et c'est un géologue. Et la nationalité, c'est les États-Unis. Alors, par rapport à l'hypothèse de Hess, donc, il dit que les dorsales océaniques est le résultat de mouvements de convection dans le manteau terrestre. Donc, si on a une dorsale océanique, ça veut dire c'est lié à la présence de courants de convection dans le manteau terrestre. Et les dorsales mettent en évidence les courants ascendants. Hein, les dorsales mettent en évidence les courants ascendants, c'est-à-dire ces courants de convection. La dorsale matérialise la branche ascendante, c'est-à-dire qui monte depuis les profondeurs vers le
la surface, donc ascendante, et les fosses océaniques représentent les courants descendants. D'accord? Donc, c'est-à-dire la convection du manteau du haut vers le bas, descendante. Donc, on a des cellules de convection. Et la cellule de convection, il a une branche ascendante qui monte. Donc, cette branche ascendante, il se localise en dessous de la dorsale. Et il a une branche descendante, donc il est situé au niveau des fosses. Alors, toujours d'après l'hypothèse de Hess, que les fonds océaniques se créent, bien, sont formés et sont produits au niveau des dorsales et ils s'enfouissent dans le manteau au niveau des fosses océaniques. Donc, le fond océanique, il est fabriqué au niveau des dorsales et il est détruit au niveau des fosses océaniques. Voilà une dorsale. Vous voyez, donc là, la dorsale. Donc c'est une limite de part et d'autre, les plaques ou bien le plancher océanique s'écartent, s'éloignent l'un de l'autre. Donc on a du mouvement de divergence ou mouvement de distension. Alors le manteau, donc on a dit s'il y a la présence ici d'une dorsale, ça veut dire qu'en dessous il y a des courants de convection. Et que s'il y a cette dorsale, ça veut dire qu'ici nous avons un courant de convection ascendant, c'est-à-dire qui monte depuis les profondeurs vers la surface. Voilà, donc en montant par les courants de convection, nous avons dit c'est le fluage, hein, c'est du matériel solide mais qui est mobile, hein, qui est très visqueux, c'est le fluage, donc c'est des mouvements très longs mais qui se font sur des périodes en millions d'années, d'accord? Donc depuis les profondeurs, le manteau va remonter, hein, par convection, mais quand hein, il garde sa température. Hein, il remonte depuis les profondeurs, c'est-à-dire où il est à haute température. Mais quand il remonte, il ne perd pas sa température. Il va garder sa haute température. Mais il est situé à des profondeurs de plus en plus faibles. Donc il va être soumis à des pressions de plus en plus faibles. Donc il va être sous dépression. En remontant, hein, le manteau va subir une décompression, on dit adiabatique. C'est-à-dire la température reste constante, mais la pression diminue. Ce phénomène entraîne sa fusion, c'est-à-dire son passage de l'état solide à l'état liquide. Donc on a genèse de magma. Et ce magma, il est liquide, donc il a une densité plus faible, donc il va remonter et va venir s'accumuler dans une chambre magmatique sous l'axe de la dorsale. Et de temps en temps, quand la pression elle est très importante à l'intérieur de la chambre magmatique, ce magma va remonter en surface et il va sortir au niveau de la dorsale et comme ça il va cicatriser cette ouverture et on a création d'un fond océanique. Voilà donc ce magma qui sort au niveau de la dorsale. Mais il faut savoir que ce magma qui sort au niveau de la dorsale, il est soumis à la pression liée à la tranche d'eau. Nous avons dit que l'axe de la dorsale, il est à une profondeur de moins 4 mm. Hein, il est en profondeur de moins 4 mm. Donc il subit le poids de toute la tranche d'eau qui est située au-dessus. Par conséquent, cette tranche d'eau, le poids de cette tranche d'eau engendre une pression énorme. Et lors de la sortie de ce magma, donc on obtient une lave, mais cette lave, maintenant, il est sous pression, ne peut pas se débarrasser de ces gaz. Donc les gaz, ils restent piégés à l'intérieur du magma. Donc ce magma, en sortant sous l'océan, sous la tranche d'eau,
Donc la surface externe va se refroidir rapidement et va constituer une carapace. Donc une carapace, une croûte, et à l'intérieur, on a toujours du magma. Et le gaz qui ne peut pas s'échapper à cause de la pression liée à la tranche d'eau va gonfler cette lave, il va lui donner une forme en boule. C'est ce qu'on appelle les laves en coussin ou bien les pilolavas. Voilà. Voilà, maintenant on va voir cette expansion du fond océanique. Donc voilà. Donc ici nous avons on avait au départ, donc on va avoir cet océan. Hein, donc d'abord c'est une mer linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que vous voyez, elle est allongée comme ça en une ligne. D'accord? Et on va voir comment s'élargissent ces fonds océaniques. Donc voilà, voilà, ça devient de plus en plus large. Donc au fur et à mesure que les continents de part et d'autre de la dorsale s'éloignent l'un de l'autre, hein, donc l'océan devient de plus en plus large. Comment? C'est par des ouvertures qui se font le long de l'axe de la dorsale, et ces ouvertures sont cicatrisées par l'arrivée du magma, hein, qui va cicatriser cette ouverture, et par conséquent on va avoir la naissance et la formation du lithosphère océanique. Voilà. Et au fur et à mesure, l'océan devient de plus en plus large. Donc au départ, on a une mer, et au fur et à mesure du temps, en millions d'années, on va avoir un océan. Voilà. Donc les fonds océaniques sont créés au niveau des dorsales et ils sont détruits au niveau des fosses océaniques où ils s'enfuient dans le manteau. Voilà, donc vous voyez ici la destruction du fond océanique, hein, qui va plonger, hein, va plonger dans le manteau, et dans ce cas-là, il y a la lithosphère océanique qui plonge sous du lithosphère continental, ce qu'on appelle la subduction. Voilà donc ce phénomène de la destruction du plancher océanique. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quelle vitesse on forme les fonds océaniques. Donc, pour répondre à cette question, on peut utiliser les anomalies ou bien les inversions magnétiques. Donc, on sait que les études paléomagnétiques effectuées sur les fonds océaniques ont mis en évidence des anomalies du champ magnétique terrestre. Voilà, donc ici, l'étude du fond océanique. Donc ici, vous avez un bateau, voilà, et qui fait trimballer un magnétomètre. Ce magnétomètre, il mesure l'intensité du champ magnétique dans différentes roches. Donc vous voyez, on a des roches soit avec du couleur rouge, ou soit des roches avec une couleur verte. Donc les roches avec une couleur rouge, ce sont des roches où on a trouvé des anomalies positives, c'est-à-dire des intensités du champ magnétique supérieures à l'intensité du champ magnétique actuel. Et des roches avec une couleur verte, c'est-à-dire des roches qui ont une anomalie, qui ont donné des anomalies négatives. C'est-à-dire que l'intensité du champ magnétique enregistré par l'intensité a été inférieure à l'intensité du champ magnétique actuel. Donc c'est des anomalies négatives. Donc on a trouvé que le plancher océanique était successivement composé
de roches basaltiques à magnétisme normal et à magnétisme inverse. Le magnétisme normal, c'est-à-dire que le nord magnétique, lors de la formation de ces roches rouges, a été du côté nord géographique, et des anomalies et à magnétisme inverse, c'est-à-dire lors de formation de ces roches qui sont en couleur verte, le nord magnétique était du côté sud géographique. Donc voilà les mesures. Donc là, vous avez l'intensité du champ magnétique actuel et ici les intensités du champ magnétique mesurées dans ces différentes roches depuis la dorsale vers les continents. D'accord. Donc, et l'axe de la dorsale représente un axe de symétrie. Donc là, les roches qui sont en noir, ce sont des roches où le magnétisme est normal, c'est-à-dire lors de la formation de ces roches, le nord magnétique était du côté nord géographique. Et des roches avec un magnétisme inverse, c'est-à-dire lors de formation de ces roches, le nord magnétique était du côté sud géographique. Donc, connaissant l'âge de ces bandes, donc un magnétisme normal ou inverse, et la distance qui sépare ces bandes, donc on peut trouver à quelle vitesse se forme le fond océanique. Donc, connaissant D et T, la distance et le temps, on peut trouver la vitesse V égale D sur T. Donc, voilà, donc je voulais revoir un peu les enregistrements du champ magnétique terrestre. Donc ici, vous voyez, c'est bon, ici le continent, et entre les deux continents, ici nous avons une dorsale. Donc c'est une limite de divergence de part et d'autre de cette limite. Les continents s'éloignent l'un de l'autre. Donc on va avoir une expansion du front océanique. Et là, on a une déchirure. Et cette déchirure, elle est cicatrisée par l'arrivée du magma, donc, qui est représenté ici. Et en surface, vous avez des volcans. D'accord. Donc, lors de la mise en place de ces roches volcaniques, ces roches volcaniques qui sont liquides, et s'ils sont liquides, ils peuvent très bien contenir des minéraux qui sont sensibles au magnétisme terrestre. Donc ils vont être aimantés et ils vont s'orienter parallèlement au vecteur champ magnétique de l'époque de leur formation. Donc là, lors de la sortie de ces roches volcaniques, le nord magnétique était du côté sud géographique. Donc ils vont avoir un magnétisme inverse. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, le nord magnétique, il a été inversé. Il est du côté nord géographique. Et à la sortie, ces roches volcaniques contenant des minéraux sensibles à ce magnétisme terrestre, ils vont s'orienter et vont s'orienter et avoir la même indiqué qu'ils ont un magnétisme normal lors de leur formation, et ainsi de suite. Voilà l'inversion, les roches enregistrent, et ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, le nord magnétique, le magnétisme il est normal, et les roches enregistrent un champ magnétique normal. D'accord. Donc, connaissant l'âge de ces bandes et la distance, on peut calculer la vitesse à laquelle se forme le fond océanique. Donc ça, c'est un moyen. Le deuxième moyen, c'est en utilisant le phénomène de point chaud. Et troisième moyen, c'est en utilisant les GPS. D'abord, on va voir le phénomène de point chaud. Le point chaud, ce sont
des remontées de magma depuis de fortes profondeurs. Et ces fortes profondeurs, ils peuvent aller jusqu'à la limite noyau manteau, donc une origine très profonde. Donc c'est d'où on dit que l'origine du magma, il est fixe. Et puis ce magma, il remonte. Et comment il remonte? Par convection. Et il arrive en dessous de la lithosphère qu'il peut percer facilement. Donc la lithosphère, il va être percée facilement. Et finalement, il va arriver en surface, dans le domaine marin, et il va édifier une île volcanique. Donc, comme on l'a dit, le point chaud, il est enraciné de manière quasi fixe dans la profondeur du manteau. Donc, l'origine du magma, il est toujours situé à la même place et il est fixe, hein, mais la lithosphère qui est au-dessus du manteau astérosphérique, il bouge, il est mobile. Donc au-dessus du point chaud, le plancher océanique se déplace lentement alors que le point chaud il est fixe. Donc là, on va voir un petit film qui résume ça. Donc comme on voit ici, nous avons la croûte océanique, en dessous nous avons la lithosphère océanique, et là nous avons la sténosphère. Et bon, ici on a l'arrivée du magma, l'arrivée du manteau très profond par convection. Comme on a dit, le manteau, en remontant par convection, il va subir une décompression adiabatique. Donc il remonte en gardant sa température, mais la pression diminue. D'où le manteau, lorsqu'il remonte par ces courants de convection, va subir des fusions partielles, c'est-à-dire des fusions qui ne sont pas totales. Une partie de ce manteau va fondre, il va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc il va venir s'accumuler en dessous de la lithosphère, à la base de la lithosphère. Voilà, donc ce magma qui, au fur et à mesure, hein, il va venir s'accumuler. Et là, comme vous voyez, ce magma, hein, il va percer la lithosphère et il va arriver en surface, en domaine océanique, et il va édifier une île volcanique. Donc, tant que l'île volcanique il est située au-dessus de la cheminée, c'est-à-dire du conduit par lequel arrive le magma, on va avoir une activité volcanique. Mais quand le volcan va se déplacer, donc à cause du déplacement de la lithosphère, hein, qui bouge au-dessus de la sténosphère, hein, qui se déplace lentement, donc l'activité volcanique va s'arrêter au niveau de ce volcan et le point chaud va édifier une autre île volcanique. Donc toujours la même chose. Donc là, connaissant l'âge de ces îles volcaniques, la distance séparant les deux îles volcaniques, donc par conséquent, on peut trouver la vitesse à laquelle se forment les fonds océaniques. Voilà, on va voir maintenant un troisième volcan, et ainsi de suite. Donc à partir de ces points chauds, le phénomène du point chaud, on peut trouver la vitesse à laquelle se forment les planchers ou bien les lithosphères océaniques. Donc l'âge du volcan, la distance entre les deux volcans, donc D sur T nous donne la vitesse. Troisième, un exemple de ces points chauds, c'est le cas de l'alignement des volcans de l'île Hawaï, du point chaud Hawaï. Donc c'est le point chaud maintenant, il est actif au niveau de l'île de Hawaï. D'accord, voilà schématiquement. Donc Hawaï, il est là. Donc c'est là. Donc ici, nous avons l'océan Pacifique. Et donc nous avons une lithosphère océanique. Et cette lithosphère océanique, il se déplace. Et là, ces lignes représentent le déplacement.
Donc là, on voit qu'il y a 45 millions d'années et plus, hein, la lithosphère océanique du Pacifique se déplace vers le nord-nord-ouest. D'accord. Et il y a maintenant de 0 à il y a 25 millions d'années, hein, la lithosphère océanique du Pacifique se déplace vers le nord-ouest. Donc là, on a un code qui est observé à 45 millions d'années. Donc, plus ancien que 45 millions d'années, la lithosphère océanique se déplaçait du Pacifique se déplaçait vers le nord-nord-ouest. Mais depuis 0 million d'années jusqu'à moins 25 millions d'années, la lithosphère océanique se déplace vers le nord-ouest. Et ici, donc, on a le point fixe et du point chaud, hein, donc, qui fonctionne aujourd'hui et qui nous donne l'île Hawaï. D'autres moyens pour trouver la vitesse d'expansion des fonds océaniques, c'est les GPS. Hein, donc, c'est avec des satellites. Hein, on a des satellites. Vous voyez ici, on a 12 ou 10, 11 satellites qui surveillent un même point. Donc, un même point à la surface du globe, de la Terre. Et s'il y a des déplacements, ils vont être enregistrés et comme ça, voilà. Donc les récepteurs, donc ils vont nous indiquer qu'il y a des déplacements. Ces récepteurs sont localisés, sont positionnés soit au niveau du minerai, soit au niveau de la surface de la Terre. Hein, et là, on va recevoir les données. Alors, en utilisant ces différents moyens, on est arrivé à donner la vitesse d'expansion des fonds océaniques, c'est-à-dire combien on forme de fonds océaniques par an. Donc, on constate que nous avons soit des dorsales lentes avec formation de 1 à 2 cm de fonds océaniques par an. L'exemple, c'est l'exemple de la dorsale médio-atlantique, ou bien on a des dorsales rapides avec formation de 10 à 15 cm par an de fond océanique. Exemple, c'est la dorsale Est-Pacifique. Donc, du point de vue morphologique, ces deux types de dorsales varient. Soit on a une dorsale lente, donc cette dorsale lente, comme l'exemple de la dorsale médio-atlantique, le milieu ou bien l'axe de la dorsale, il est occupé par un rift. Et le cas de la dorsale rapide, l'axe de la dorsale, il est occupé par un dôme. Hein, donc il est occupé par un dôme. Donc pourquoi? Parce que au niveau de la dorsale lente, on a une activité tectonique qui domine l'activité magmatique. Et au niveau de la dorsale rapide, c'est l'activité magmatique qui domine par rapport à l'activité tectonique. Donc ici, un autre aspect de ce taux d'expansion ou bien de cette vitesse d'expansion des fonds océaniques, hein, c'est la largeur des dorsales. Hein, donc là, vous avez l'exemple de la dorsale lente, c'est la dorsale atlantique. Ici, l'exemple de la dorsale rapide, la dorsale du Pacifique. Donc, l'aride océanique présente une largeur d'autant plus grande que sa vitesse est forte. Donc, comme vous voyez ici, si on regarde cette couleur rouge, vous voyez, elle est plus large. Hein, pourquoi? Parce que ici, nous avons une dorsale rapide. Et ici, si on regarde cette couleur rouge, elle est étroite. Pourquoi? Parce que la dorsale, elle est lente. Donc l'aride océanique présente une largeur d'autant plus grande que sa vitesse est forte. Donc voilà ces données sur la vitesse d'expansion des fonds océaniques. Donc ce qu'on a constaté,
que ici vous avez ces différents océans, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, et ici vous avez l'équateur, et là où les flèches représentent les vitesses. Plus les flèches sont grandes, plus la vitesse elle est importante. Donc si on prend l'exemple ici de la ride ou bien de la dorsale médio-atlantique, on constate qu'au niveau de l'équateur, la vitesse elle est forte, et en se dirigeant vers les pôles, le pôle nord ou bien le pôle sud, les vitesses diminuent pour s'annuler au niveau des pôles. Donc la vitesse d'expansion des fonds océaniques elle est maximale au niveau de l'équateur et elle diminue en se dirigeant vers les pôles pour s'y annuler. Donc au niveau des pôles, les vitesses d'expansion des fonds océaniques ou bien au niveau des dorsales, on a zéro dorsal, on a zéro de fond océanique. Donc en se dirigeant vers les pôles, les vitesses diminuent pour s'y annuler. Donc au niveau des pôles nord au sud, donc la vitesse d'expansion elle est nulle. Donc pour schématiser ça, c'est comme le cas d'un sucrier. Vous voyez, donc là un sucrier. Donc ici vous avez l'équateur. Donc au niveau de l'équateur, on a le maximum de vitesse d'expansion, que ce soit une dorsale rapide ou lente. Donc là, on a la vitesse d'expansion la plus forte. Donc on a formation du maximum du fond océanique. Et plus on se dirige vers les pôles, plus les vitesses diminuent et pour s'annuler. Donc au niveau des pôles, vous voyez ici, la formation du fond océanique est de zéro. D'accord. Et comme l'a dit S, donc les fonds océaniques ils sont fabriqués au niveau du dorsal. Donc la dorsale, c'est la ligne qui rejoint les deux pôles et ces deux extrémités. Donc là, vous voyez la formation d'un fond océanique. Donc tout le fond océanique qui a été formé ici, vous voyez, il est détruit là. Donc là, la subduction. Donc comme l'a dit S, les fonds océaniques sont fabriqués au niveau des dorsales et ils sont détruits au niveau des fosses. Donc là, comme vous voyez, si on mesure ça avec ça, on a la même chose. Donc tout ce qui a été fabriqué va être détruit et va plonger dans le manteau et va être recyclé. Donc comme ça, la Terre, il garde son volume. Alors maintenant, on va voir comment sont nées les dorsales océaniques. Donc pour faire naître une dorsale océanique, il faut d'abord faire subir au continent le phénomène de rift continental. Donc un rift, qu'est-ce que c'est qu'un rift? Comme on l'a dit avant, rift c'est une structure tectonique et qui morphologiquement, et le point de vue morphologique, il correspond à une profonde vallée, mais comme on a dit, c'est une structure tectonique. Cette profonde vallée, elle est édifiée par le jeu de failles d'extension ou bien par le jeu de failles normal. Et le phénomène s'appelle le rifting, donc le rift continental, donc le phénomène associé, c'est le rifting. Et qu'est-ce que c'est que le rifting? C'est correspond à un amincissement et s'il continue à évoluer, il va aboutir à une déchirure de l'écorce terrestre et qui finalement va nous donner un océan. Mais pour le rift continental, on a deux modes de formation de rift continentaux. Donc on a soit un rift actif, soit un rift passif. Le cas du rift actif, donc ça veut dire que là on va aller depuis le rifting, qui est l'amincissement de la lithosphère continentale, jusqu'à la déchirure et la naissance d'un océan. Donc le continent de départ va être fragmenté
est déchiré en deux continents séparés par la naissance d'une nouvelle dorsale. Le cas du rift passif, c'est que l'évolution ne va pas jusqu'à la création d'un océan. Donc on va rester toujours dans le continent unique. Donc on va avoir un début d'évolution d'un rift, mais ce rift finalement, la tectonique va s'arrêter et on ne va pas arriver jusqu'à la naissance d'un océan. Donc premièrement, on va voir le cas d'un rift actif. Donc au départ, nous avons, comme vous le voyez ici, un continent unique, hein, avec une croûte continentale et en dessous le manteau lithosphérique. Ce continent unique, hein, va être soumis à des remontées depuis les profondeurs, donc par convection, d'un manteau relativement profond sous forme de panache mantélique profonde. Donc ils vont venir, hein, et donc quand ils remontent, comme on a dit, il conserve sa température, mais la pression diminue parce qu'il est situé à des profondeurs de plus en plus faibles. Donc finalement, ce manteau qui remonte par convection va remonter avec lui toute la chaleur, il va s'accumuler ici, il va chauffer cette croûte continentale, et cette croûte continentale, sous l'effet de la chaleur, va édifier un dôme, bien un bombement, hein, va édifier un bombement, hein, donc un dôme. Donc on a la formation d'un bombement ou bien d'un dôme de l'écorce terrestre. Mais ici on a un bombement, mais de part et d'autre nous avons quelque chose de plus, avec une altitude plus basse, d'accord? Donc là c'est soulevé, là c'est plus bas. Donc là ces, ces, ces régions sont en pente, hein, ils sont en pente, donc ils vont être soumises à l'étirement. Elles vont être soumises à l'étirement. Donc ce qui est, donc voilà le bombement, et de part et d'autre de ce bombement, on va avoir de l'étirement, hein. Donc on va avoir de l'étirement. Donc ce compartiment va être étiré vers ce côté, ce compartiment va être étiré vers ce côté. Et finalement, le dôme de l'écorce terrestre, ou bien ce bombement, va se casser et on va avoir création de failles d'extension ou de failles normales. Voilà. Donc il va se casser et comme ça, on va avoir des fracturations de la crête du dôme et à cause de l'étirement. Et finalement, donc, on a un amincissement, donc c'est l'épaisseur qui devient plus faible. Donc la fracturation et la création de ces failles donc, vont engendrer un effondrement des blocs. Donc les blocs, vous voyez ici une faille, là une autre faille, etc. Donc ce bloc-là va glisser vers le bas et celui-là il va remonter, ainsi de suite. Donc là il va glisser. Donc c'est une faille d'extension. Et voilà, donc le dôme qui est cassé, ou bien le bombement qui est cassé à cause de l'étirement, et par conséquent on a création de failles d'extension, de failles normales. Et ces failles vont permettre la montée de magma, donc au niveau du rift. Donc là vous voyez c'est une structure en vallée, vous voyez le V, d'accord, et son origine est tectonique, hein. Et ces failles vont permettre l'ascension de magma, et aussi au niveau de ce rift on va avoir des sédimentations. Voilà, si on revoit ça une autre fois. Donc voilà la fracturation et l'effondrement des blocs au milieu de tout le long de l'axe du rift, hein, par des failles normales. Là, vous voyez les failles normales. Et là, comment s'effectue le déplacement. Donc, voilà les failles. Et nous avons ici
les déplacements, donc c'est des failles normales. Voilà. Donc on a création d'un rift. Donc c'est une structure en V, mais cette vallée, hein, elle a une origine tectonique. Donc l'exemple de rift continental, c'est le rift est-africain. Vous voyez ici le rift est-africain, vous voyez ici le rift, donc c'est une large vallée. Hein, vous avez ici les sommets de part et d'autre, et entre les sommets, vous avez la vallée. Hein, c'est une large vallée, mais l'origine, c'est les tectoniques. Là aussi, la continuité. Là, la continuité. Donc ici, schématiquement, vous avez le rift est-africain, et ici vous avez la mer, la dorsale océanique de la mer Rouge. Donc, alors, donc la longueur de ce rift, elle est de l'ordre de 600 km, et sa largeur, hein, elle est de l'ordre de 40 à 60 km. Donc voilà une autre représentation de ce rift. Donc on a de larges failles en graben, c'est-à-dire les blocs de part et d'autre de la faille vont glisser et vont nous donner des zones de la plus basse altitude, donc ils vont recevoir de la sédimentation. Donc finalement on édifie des vallées profondes et qui peuvent aller jusqu'à sous les niveaux de la mer. Et on a aussi des volcans, des grands volcans comme le cas de Kilimandjaro, qui culmine à une altitude de 5885 mètres. Donc le Kilimandjaro, il doit être quelque part ici. D'accord. Et on va avoir des grands lacs, comme vous le voyez, des grands lacs. Et on va avoir un début d'envahissement par l'eau, et finalement, s'il s'agit d'un rift actif, et il va évoluer jusqu'à la naissance d'une mer linéaire, comme le cas de la mer Rouge. Hein. Donc, avant la naissance de la mer Rouge, hein, on a d'abord effectué ici le rifting, parce qu'avant, la plaque d'Arabie appartenait à la plaque d'Afrique. Mais maintenant, vu qu'il y a création d'une dorsale au niveau de la mer Rouge, hein, au milieu de la mer Rouge, donc c'est une limite, donc c'est une plaque à part entière et qui est maintenant séparée de la plaque africaine. Donc voilà une vue aérienne de ce rift est-africain. C'est le rift, vallée du rift en Éthiopie, et qu'on considère c'est le berceau de l'humanité. Donc le rift, et voilà, on va voir maintenant le rifting et l'océanisation. Donc on a dit le rifting, c'est l'amincissement. Et cet amincissement, donc une diminution de l'épaisseur de cette lithosphère continentale qui peut aller jusqu'à la déchirure. Et si on a la déchirure, on a l'océanisation, donc naissance d'une dorsale océanique qui donne d'abord une mer linéaire comme la mer Rouge qui peut évoluer jusqu'à donner un océan comme l'océan Atlantique. Voilà, donc on va voir ce phénomène de rifting. Vous voyez, donc on a l'étirement, hein, qui va casser le bloc. Donc on a l'amincissement, hein, donc vous voyez l'amincissement. Donc tout ça, c'est lié à la remontée asténosphérique. Donc là, c'est toujours, on est dans le cadre dans le cadre du rifting, c'est-à-dire que nous avons un continent unique. Hein. Pourquoi un continent unique? Parce qu'on voit ici que le manteau lithosphérique qui est en dessous de cette croûte continentale, il est continu. Donc là, on a une seule plaque. D'accord?
Et ici, au milieu, ou bien ici, on a un rift. Donc un rift, vous voyez, c'est une profonde vallée et à cause de l'activité euh, sédimentaire et magmatique, ici on a le rift avec les blocs basculés. Vous voyez ces blocs qui ont glissé l'un par rapport à l'autre, hein, et on a le rift. Et dans ce rift, on trouve des roches sédimentaires, hein, et des roches volcaniques. Et donc on est toujours dans une seule plaque, donc une plaque continue. On est toujours dans un domaine intra-plaque. On n'est pas encore arrivé à la déchirure et la naissance d'une dorsale océanique. Voilà. Maintenant, on a la déchirure. Encore, on a la déchirure. Hein. Donc, on a le continent de départ qui était un continent unique. Maintenant, il est divisé en deux continents. Un continent à droite et un continent à gauche. Et au milieu, nous avons une dorsale, c'est ce qui est représenté en rouge au milieu. Et là, nous avons la naissance d'une mer linéaire, c'est-à-dire qui est allongée suivant une ligne. Au fur et à mesure de l'écoulement du temps, au fur et à mesure de l'écartement des deux blocs, des deux continents nouvellement créés, hein, l'océan ou bien la mer va évoluer et va arriver jusqu'au stade océan. Donc voilà l'élargissement au fur et à mesure que les deux plaques s'éloignent. Donc on a deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, donc par étirement, par divergence, hein, par divergence. Et donc on a ici au niveau de la dorsale, on a des ouvertures et ces ouvertures sont cicatrisées par l'arrivée du magma et ainsi de suite. Au fur et à mesure du temps, l'océan va devenir plus large. Donc ça, c'est le cas du rift actif qui va évoluer jusqu'à la naissance d'une dorsale. Le cas du rift passif, c'est on a le même départ, hein, on a le continent Unix qui va subir des remontées asténosphériques qui vont amener de la chaleur. On va avoir un bombement. Ce bombement au milieu donc va être cassé. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de l'étirement, hein, de part et d'autre du rift, du milieu du rift, et le bombement va se casser. Mais les remontées asténosphériques ne vont pas continuer, ils vont avorter. Hein, et ils vont avorter et le manteau asténosphérique va revenir à sa place de départ, d'équilibre, et finalement on va avoir seulement un amincissement de la lithosphère continentale sans arriver jusqu'au stade de l'océanisation et de la création d'une dorsale océanique. Donc là, on est resté toujours dans le continent unique, sans déchirure du continent unique en deux continents. Et création d'un océan. Donc là, c'est le cas du rift continental passif. Et il se contracte, donc on va revenir à l'état normal. Donc ici on a des subsidences thermiques, donc c'est lié à l'arrivée de cette panache, de ce manteau asténosphérique. Donc on va avoir une subsidence thermique, c'est-à-dire liée. Donc on a la profondeur qui devient de plus en plus grande à cause de ce réchauffement et finalement le dôme asténosphérique va avorter. Alors la naissance d'un océan, comment est né cet océan? Donc d'abord, pour faire naître un océan, il faut faire subir au continent unique le phénomène de rifting, ou bien il faut faire un rift continental. Donc voilà,
le continent unique, donc avec la croûte continentale et le manteau lithosphérique, va être soumis à des remontées de matière chaude dans le manteau par convection. Donc c'est des remontées du manteau par convection et du manteau profond. Comme on a dit, ce manteau en remontant depuis les profondeurs, hein, il va garder sa température, mais il va être soumis à des pressions de plus en plus faibles. Donc tout ça va engendrer sa fusion, son passage de l'état solide à l'état liquide, et il va donner des fusions partielles et genèse de magma. Ce magma va à son tour va monter et s'accumuler dans une chambre magmatique et à cause des gaz, ils vont subir des pressions et ce magma va monter et les failles qui sont créées vont permettre son passage et arriver en surface et édifier des volcans. Donc là, vous avez un rift intracontinental, c'est-à-dire intraplaque. Hein. Donc, au fur et à mesure de l'écoulement de temps, donc s'il s'agit d'un rift actif, ce rift peut évoluer jusqu'à la déchirure, hein, et la naissance d'une dorsale. Voilà la déchirure et la naissance d'une dorsale. Et maintenant, on n'a plus un continent unique, mais on a deux continents. Un continent situé à droite et un autre continent situé à gauche. La limite, c'est la dorsale. Donc la dorsale constitue une limite divergente, c'est-à-dire de part et d'autre de cette limite, les deux continents s'éloignent l'un de l'autre. Donc au départ, nous avons la naissance d'une mer linéaire. Et donc comme la mer Rouge, et qui peut évoluer, il y a un stade jeune océan qui peut évoluer jusqu'à, lorsque les deux continents de part et d'autre de la dorsale s'éloignent l'un de l'autre, donc jusqu'à évoluer et donner un océan comme l'océan Atlantique. Voilà. Donc le reste de l'ancien rift, il manque où est-ce qu'il est, hein, qu'est-ce qui reste de l'ancien rift, il manque l'ancien rift, hein, il forme maintenant les marches passives du nouvel océan. Donc comme ici et là. Donc vous voyez, ça c'est, on voit ici les structures de l'ancien rift. Donc où est-ce qu'il est l'ancien rift maintenant? Une partie il forme la marge passive droite de l'océan que vous avez ici au milieu, et ici il forme la marge passive gauche de l'océan que vous voyez ici. Donc ces anciennes failles, hein, et du rift, ils forment, ils limitent les anciens, ils forment les blocs basculés. Donc vous voyez, donc ce bloc a descendu par rapport au bloc qui est à côté. Donc les mouvements suivant une faille normale. D'autre part, ici, cette marge passive maintenant, elle est au-dessus d'une lithosphère océanique, et la lithosphère océanique, elle est dense, elle est très lourde. Donc il va tirer vers le bas la marge passive. Donc tout ça, la marge passive va être tirée vers le bas et finalement il va être envahi par l'eau de la mer et il va être submergé. Voilà. Donc, alors on va voir en détail cette marge passive. Donc pourquoi cette marge passive? Hein, parce que on n'a aucune tectonique entre la lithosphère continentale et la lithosphère
océanique. Donc on passe d'une lithosphère continentale à une lithosphère océanique sans aucune tectonique. Donc on a aucune tectonique. Comment? Bon, on voit très bien ici que le manteau lithosphérique en dessous de la croûte, hein, que ce soit la croûte continentale ou océanique, elle est continue. D'où donc on appelle ça, c'est une marge passive. Donc une marge passive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tectonique lors du passage de la marge continentale au domaine océanique. Alors maintenant, on va voir les sédiments qu'on trouve au niveau de cette marge passive. Donc on a déjà vu que lorsqu'on a examiné la lithologie des fonds océaniques, on a dit qu'au niveau de la marge continentale, on ne trouve que des roches sédimentaires. Alors, quelles sont ces roches sédimentaires? D'abord, on voit ces roches sédimentaires, voilà, qui sont là, qui sont représentées par ce figuré. Et maintenant, on va essayer de voir quel est l'âge de ces roches sédimentaires. Quel est l'âge? Est-ce que ce sont des roches qui se sont déposées avant la formation du rift, c'est-à-dire ils sont anti-rift, ou bien est-ce que ce sont des roches qui se sont déposées en même temps que le fonctionnement du rift, c'est-à-dire ils sont sans rift, ou bien que ce sont des roches qui se sont déposées après le fonctionnement rift et genèse d'un océan ou bien d'une dorsale. Hein, ici, ils sont post-rift. Alors, à votre avis, quel est leur âge, quel est l'âge de ces formations? Donc, comme on peut voir, on peut annuler le jeu de ces failles qui sont liées, hein, au rift. Hein. Donc, comment je vais annuler ces failles? Donc, je vais faire remonter ces compartiments à leur place. Donc, je vais remonter ce compartiment-là et je vais avoir une couche continue. Je remonte le deuxième, je vais avoir une couche continue et ainsi de suite. Donc, finalement, je vais avoir une couche continue et je ne veux plus avoir ces failles normales. Par conséquent, ces sédiments se sont déposés avant le fonctionnement du rift. Donc ils sont anti-rift. Les sédiments suivants, vous voyez ici, quel est leur âge, hein, quel est leur âge hein, par rapport au fonctionnement du rift. Comme on voit, ces roches sédimentaires, ils remplissent tout le vide. Vous voyez, ici nous avons un bloc, là un deuxième bloc. Donc ce bloc-là, il a joué en extension, donc en suivant la faille normale. D'accord? Donc il a créé un espace, et cet espace, il a été rempli par des sédiments. La même chose ici, la même chose ici. Donc on voit que ces sédiments se sont déposés en même temps que le fonctionnement de ces failles normales. Par conséquent, ces roches sédimentaires ont un âge sans rift. Et finalement, nous avons ces sédiments donc, qui vont combler tout l'espace. D'accord? Et on les trouve déposés aussi bien sur le continent que sur le fond océanique. Donc, par conséquent, ce sont des roches sédimentaires d'âge post-rift. Voilà, c'est la fin de ce troisième chapitre et je vous remercie de votre attention.